Bonsoir, téléspectatrices et téléspectateurs. Dans le cadre de notre émission Mise au point, ce soir, sur notre plateau, nous avons deux invités. En la personne du professeur Fouélé, qui est professeur à l'université Omar Bongo au Gabon, en même temps professeur visiteur à l'université Yaoundé de Soa au Cameroun. Il est accompagné du pasteur Roger Poiti, qui est pasteur de l'église réformée de Lausanne. Il est auteur et conférencier. J'aimerais savoir, vous, en tant que politologue, a-t-on ou quelles sont les conditions normales pour pacifier la République démocratique du Congo avant de penser aux élections? Vous avez le micro, professeur Fouélé. Merci beaucoup pour la question. Dans une république qui respecte le peuple, les conditions à remplir reviennent ou concernent le respect de la Constitution. Il se fait malheureusement que dans le cas de notre pays, la Constitution n'est pas respectée, ou n'a jamais été respectée. Ce qui donc doit pousser ceux qui réfléchissent sur la société congolaise de penser à d'autres moyens, à d'autres voies. En guise de rappel, en 2006, comme vous le savez, le pays a organisé les élections et nous connaissons les résultats. Il y a eu fraude. En 2011, on a de nouveau organisé les élections. La suite, nous la connaissons. La CENCO a accordé une année parce que la CENCO voulait éviter de troubles dans le pays. Et malheureusement pour notre pays, nous avons eu pire. Les troubles que la CENCO voulait éviter, nous les avons vécus. Alors, dans un contexte encore beaucoup plus grave, c'est donc, je fais allusion ici à ce qui s'est passé dans le Kasaï. Ce qui revient tout simplement à dire, on ne dialogue pas avec un tyran. Alors, nous sommes en 2017, à peu près 4 mois avant l'échéance accordée par le chef d'État actuel qui ne l'est pas, parce qu'il est un chef d'État illégitime et illégal, et beaucoup de Congolais pensent que c'est par les élections que nous pouvons rétablir la paix. Mais l'histoire nous montre qu'avec un tel régime, la paix ne reviendra jamais en organisant les élections. Donc nous devons nous mettre à réfléchir à autre chose. Et nous l'avons toujours dit, nous allons ce soir apporter des éléments. C'est donc ensemble, avec le peuple congolais, que nous devons réfléchir à des solutions. Dans ce cadre-là, j'ai écrit un livre qui a été publié en février 2017 à Paris, aux éditions L'Harmattan, dont le titre est « Comment mettre fin à une dictature solidement installée ». Dans ce livre, je fais plusieurs propositions pour permettre à notre pays de sortir de la tyrannie. Ceux qui veulent peuvent se procurer ce livre, parce que je suis allé jusqu'au bout avec beaucoup de détails afin que la paix revienne dans notre pays. Je peux peut-être à ce stade m'arrêter à ce niveau. Ok, merci, chers téléspectateurs, mais pasteur Roger, en tant que le professeur Fouélé, j'aimerais quand même à sa suite que vous nous dites, est-ce que la RDC ou le peuple congolais auront-ils l'occasion de réunir toutes les conditions pour penser effectivement à ces élections? Parce qu'il nous faut une paix durable. Ces conditions, les a-t-on réunies ou va-t-on les réunir? Pasteur Roger, vous avez le micro. Merci de m'accorder la parole. J'aimerais simplement dire la chose suivante. Je pense que avant de parler des élections dans notre pays, même si nous les avons eues en 2006, mais aussi en 2011, et on aurait pu les avoir
en 2016, mais elles n'ont pas été organisées par le pouvoir en place. Je pense que nous devons aller en amont. D'où vient le pouvoir qui nous gouverne aujourd'hui en République démocratique du Congo? Pourquoi a-t-on assassiné Laurent Désiré Kabila? Est-ce pour le remplacer par quelqu'un qui sera favorable au Congo ou par quelqu'un qui répondrait à des intérêts autres que ceux du peuple congolais? Et donc, là, c'est la grande question. Le pays, même si nous nous accommodons peut-être aujourd'hui, en tout cas quand j'entends la majorité des hommes et des femmes politiques du Congo, c'est comme si nous avons entériné la situation d'occupation du pays et nous pouvons organiser des élections à la suite desquelles il y a des fraudes et légitimer en fait un régime d'occupation qui est là. Donc, pour moi, la chose qu'il faut d'abord faire, c'est déraciner le système Kabila, se mettre autour d'une table entre Congolais, mettre des institutions solides en place et ensuite penser aux élections. Parce que ce que je crains, c'est que ceux qui nous poussent aux élections, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, est plutôt déjà des poulains qu'ils ont déjà choisis et qu'ils veulent placer rapidement à la tête de la République démocratique du Congo pour continuer à piller le pays. Les crimes qui ont été commis ces 20 dernières années nous montrent à loisir que ce régime est un régime de terreur qui est venu pour détruire, pour casser le pays, pour humilier le peuple. Et notre peuple doit d'abord se mettre debout, mettre hors d'état de nuire ce système, le déraciner vraiment, pas seulement à la tête, mais tout le système, et ensuite, nous pourrons penser à avoir vraiment un pays solidement ancré, parce qu'il n'y a pas d'État au Congo aujourd'hui. Il n'y a pas d'État. Les enfants naissent, ne sont pas enregistrés à l'état civil. Vous ne pouvez pas avoir un document officiel, par exemple au Congo. Il y a des compatriotes qui sont ici en Europe, qui parfois demandent un certificat de naissance ou une attestation quelconque à l'administration publique. Quand cette attestation arrive ici, elle n'est pas reconnue parce qu'elle est fausse. Donc, un pays sans administration, ce n'est pas un État. Pour aller dans le même sens, le peuple congolais doit se rendre compte que nous sommes dans une anarchie totale. La preuve est que les évêques de l'Église catholique ont accordé une année au système actuel pour éviter qu'il y ait un bain de sang. Mais que constatons-nous? Rien n'a été mis en place. Mais alors, rien. Dans un pays démocratique, le chef d'État, qui est sans légitimité, aurait dû quitter le pouvoir. Or, jusqu'aujourd'hui, à 4 mois, il est toujours chef de l'État. On n'a jamais assisté à des tendances à l'intérieur du PPRD qui nous montrent qu'il y a un dauphin, qu'il y a un candidat, ce qui montre bien que le système voudrait rester en place. Donc, c'est dans un contexte de statu quo. Rien ne pourrait changer. Ce n'est pas en 4 mois qu'on va réussir à rétablir l'ordre public. Et donc, ce que le peuple congolais doit faire, c'est de mettre ensemble et contraindre
l'actuel occupant de sortir, de quitter le pouvoir. Voilà la solution qui reste. Le reste, c'est de la tromperie, tout simplement. Il y a eu élection en 2006, en 2011. J'aimerais juste savoir si, parmi les deux modes de scrutin utilisés en 2006, en 2011, donc le mode de scrutin direct et indirect, lesquels peut être adaptés à la situation actuelle, aux Congolaises et Congolais qui attendent vraiment élire démocratiquement celui qui va gouverner la RDC après Kabila et tout son système dont nous décrivons tous ensemble. Pasteur Roger. Ben, moi je vous ai déjà dit ce que je pense, ce qui concerne les élections. Je ne suis pas de ceux qui vont dire voilà le mode de scrutin qui conviendrait aux Congolais, c'est celui-là. Je pense qu'il y a des textes dans un pays organisé, un pays démocratique, qui définissent ce genre de choses. Il y a comment dire, une assemblée qui vote des lois, il y a un peuple qui, par référendum, accepte une constitution. Tout cela doit être défini dans des textes qui doivent rester inamovibles, qui ne doivent pas changer au gré des intérêts de celui qui est au pouvoir. Mettre en place une équipe compétente et désintéressée qui puisse mener une transition avec vraiment un large consensus et par la suite organiser les élections dans des conditions favorables. Puisqu'on parle d'élections, admettons que M. Kabila dise aujourd'hui, à 4 mois de la fin de l'année, qu'il nomme par exemple un premier ministre de l'opposition ou issu même du rassemblement et qu'il lui dise, voilà, organisez-moi des élections. Et si on organisait les élections, vous savez qu'il y a dans beaucoup de coins de notre pays, les gens ne vont pas aller voter parce qu'il y a l'insécurité. Les élections, c'est un rendez-vous, c'est une fête démocratique. Et à cette fête démocratique, tout le monde doit participer. Professeur Frélé, je me tourne encore vers vous. Est-ce que parmi les deux modes de scrutin, direct et indirect, lesquels modes plairait aux Congolais qui veulent, comme l'a dit Pasteur Roger, participer à cette fête des démocraties, à cette fête d'élection, à cette fête électorale pour nous qui attendons que les Congolais élisent le leur, professeur Follet. Merci beaucoup pour la question, elle est très pertinente. Je commencerai par dire que je partage totalement ce que vient de dire le pasteur Roger Poitiers, dans ce sens que les élections s'organisent toujours dans une période de paix, car c'est l'unique occasion, et j'insiste sur l'unique, c'est l'unique occasion dans la vie d'une nation où le peuple dans son ensemble se retrouve. C'est l'unique occasion. Or, si on voulait effectivement organiser des élections dans notre pays, on serait dans un contexte de paix. Nous ne le sommes pas. Nous sommes au mois de septembre et depuis janvier, nous avons déjà eu 2 premiers ministres. Et on nous apprend que d'ici la fin de l'année, il y aura encore un autre premier ministre. Dans un tel contexte d'anarchie, il est pratiquement impossible d'organiser des élections. Sinon, si on organise des élections, ce sera une totale arnaque. C'est-à-dire qu'ils attendront le moment qu'ils souhaiteront pour tout simplement flouer les peuples et pousser les peuples à la contestation. Entre-temps, ils auront déjà acquis leur victoire. Et sans vous couper la parole, parce que vous êtes sur ce thème-là, donc vous voulez aussi dire que
les élections électroniques, ou bien les votes électroniques tels proposés par le régime en place, c'est aussi de l'arnaque ou bien on peut s'atteler sur ça? Je voudrais peut-être, pour fixer l'opinion publique, dire un mot sur les deux modes, les scrutins directs et le scrutin indirect. Et ensuite, je viendrai au vote électronique. En ce qui concerne le scrutin indirect, pendant longtemps, dans les pays dits démocratiques, les vieilles démocraties, ils organisaient les scrutins indirects pour tout simplement conserver le pouvoir. C'est-à-dire que les citoyens ordinaires, ceux qui n'étaient pas propriétaires, ceux qui n'avaient pas les capacités, entre autres la capacité de savoir lire et écrire, étaient exclus, n'étaient retenus dans les scrutins indirects que les riches et les notables. Sont ceux-là qui étaient, et avec l'évolution, les scrutins indirects est resté dans des pays fédéraux. Dans ce sens que chaque État a son chef qui a été déjà élu par le peuple. Et au niveau de l'élection présidentielle, ce sont les grands électeurs qui élisent le chef de l'État. Par contre, pour le reste, c'est-à-dire les pays unitaires, on a maintenu, on organise ce qu'on appelle des scrutins directs. C'est-à-dire c'est toute la population, tous les citoyens qui se prononcent sur celui qui va avoir à conduire l'État. Pour la simple et bonne raison est que ce chef d'État doit être populaire. Il doit être accepté par toute la population. Alors que dans les États fédéraux, chaque État a son chef, ce qui n'est pas le cas pour les pays unitaires. Donc, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, puisque nous sommes un État unitaire, c'est le scrutin direct qui doit être maintenu. En ce qui concerne le dernier point que vous avez soulevé, le vote électronique. Il faut dire, en ce qui concerne ce vote-là, que beaucoup de pays, parmi les pays les plus stables, les plus démocratiques, ont toujours refusé le vote électronique. Tout simplement parce qu'il y a une insécurité en matière de vote électronique. Pour la simple raison qu'il suffit tout simplement de changer une puce, de mettre un programme à l'intérieur du système pour que tout soit perturbé, mais complètement. Je donne un exemple. Supposons que nous avons trois candidats, le candidat A, le candidat B, le candidat C, et que la commission électorale voudrait faire élire le candidat C. Que va-t-il se passer? À chaque fois qu'un électeur vote le candidat A, c'est une voix qui entre. Quand on vote pour le candidat B, c'est une voix qui entre. Mais pour le candidat C, on programme l'ordinateur pour qu'il y ait 3 voix. Donc à chaque fois que vous votez un, ça affiche 3. Donc supposons il y a 30 personnes ont voté. On verra que le candidat A a 30 voix, le candidat B a 30 voix, mais le candidat C aura 90 voix. C'est pour cette raison que le pays stable, démocratique, même en Occident, et quand je dis Occident, je prends l'Amérique et l'Europe, ils refusent le vote électronique. Et au cas où, finalement, on arriverait à organiser ces élections-là, mais ils feront élire un candidat du PPRD. Et ce sera facile avec un vote électronique. Donc, nous disons au peuple congolais de faire très, très, très attention. Après l'exposé du professeur Fouelé, je vais quand même me tourner vers le pasteur Roger. Les cautions à payer pour les présidentiables. 170 millions de francs congolais, soit 100 000 $. Pasteur Roger, une folie, de l'arnaque ou une manière de rançonner les gens? Vous avez le micro. Je pense que ce qui vient d'être dit par
mon ami et frère, le professeur Fouélé, dans la question qui lui a été posée sur les modes de scrutin, ses réponses peuvent aussi valoir ici en ce qui concerne la caution. Qui, parmi les Congolais aujourd'hui, et qui gagne honnêtement sa vie, j'ai dit qui gagne honnêtement sa vie, avec les salaires du Congo, le barème salarial du Congo, même avec toutes les compétences qu'on peut avoir, on n'arrivera jamais à réunir ces montants-là. Et il y a des gens qui pillent dans les caisses de l'État, qui pillent les sous-sols congolais, qui vendent des minéraux, et qui n'ont pas les compétences nécessaires, mais qui ont l'argent. Alors ceux-là peuvent se présenter aux élections parce qu'ils ont la possibilité de voler l'État, et des citoyens honnêtes, compétents, qui aimeraient briguer un mandat, ne pourront pas le faire. Je regarde vers mon ami, le professeur Fouélé. Est-ce qu'il peut prétendre à des hautes fonctions dans notre pays? La réponse est oui. Est-ce qu'il a les 100 000 $? Il a les 100 000 $ pour pouvoir prétendre à ces fonctions-là? Non. Alors, pourquoi non? Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'il a des réserves. Oui, des réserves. Il ne vole pas. Hein. Donc, voilà des situations scandaleuses. Pour moi, c'est tout simplement scandaleux, ce genre de choses. Donc, ça devient une sorte de, comment est-ce que, plutocratie. Tout à fait. Hein? C'est une plutocratie. Une plutocratie. Ceux qui ont l'argent, c'est eux qui dirigent le pays. Eh bien non, nous voulons une démocratie. Professeur Fouélé, les 170 millions de francs congolais qui seront exigés, peut-être que c'était l'ancien taux. Parce qu'au Congo, le franc congolais en dollars, les taux varient du jour au jour. Dites-nous, monsieur, madame Labda, qui veut être présidentiable, peut facilement trouver les 170 millions? Très bonne question, merci beaucoup. Je répondrai en deux temps. Dans un premier temps, je pense que le PPRD et M. Atundu, qui était le premier à annoncer que le prétendant au pouvoir, le prétendant au fauteuil présidentiel, devront payer 100 000 $, qui équivalent à 170 millions, c'est le taux actuel, j'ai regardé, c'est le taux actuel, 170 millions de francs congolais, ne sait probablement pas qu'il existe en fait ce qu'on appelle le suffrage censitaire et le suffrage universel. C'est au XVIIe, XVIIIe siècle, voire début du XIXe siècle, qu'on exigeait le paiement d'un sang avec C-E-N-S, le paiement d'un sang, un montant, ou avoir les capacités. C'était une façon de refuser les autres. Et compte tenu de cette injustice, on a imposé ce qu'on appelle le suffrage universel. Un homme, une voix. Et dans le contexte du suffrage universel, un homme, une voix, on ne paye rien. Le chef d'État a une voix, comme le paysan a aussi une voix. Il peut être électeur ou il peut être élu, candidat. Dans un pays où le citoyen ordinaire a un salaire qui est autour de 100 $ par mois, comment peut-il... Pardon? Il y a moins aussi. Tout à fait. Comment peut-il se permettre de réunir le 100 000? On dit, mais ils peuvent demander
pour ceux qui ont des partis politiques, ils peuvent demander aux adhérents. Je veux bien, mais les adhérents sont sans salaire. Donc les adhérents sont incapables de pouvoir cotiser un tel montant. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, si on parvenait à réunir ce montant-là, les 170 millions de francs congolais, à qui va-t-on le payer? À un pouvoir illégitime? À un pouvoir illégal? Puisqu'il n'y a pas d'État, le pasteur Roger Pointe vient de le dire, il n'y a pas d'État au Congo. C'est de l'arnaque, tout simplement. Sommes-nous prêts à remettre de l'argent à un gouvernement qui n'existe pas, qui s'impose par la force? Voilà là où il y a tout le système est complexe. Donc je dirais tout simplement aux Congolais, gardez votre argent, ne le perdez pas. N'allons pas aux élections. Nous devons mettre en place un autre système. Cet autre système, c'est quoi? Nous mobiliser tous pour dire stop. Nous nous sommes fait avoir en 2006, en 2011, en 2015. 16. Merci beaucoup. En 2016, cette fois-ci, nous ne voulons plus. C'est fini. Trop, c'est trop. Alors, trop, c'est trop, mais quand même au niveau de la société civile. Actuellement, on parle de les Congolais debout, un mouvement citoyen. Peut-être vous voulez faire allusion à ça, ou bien vous voulez un peu nous éclairer sur ça. Ces mouvements-là, c'est avec lequel que votre proposition sera à la fois une proposition nationale suivie par monsieur, madame, tout le monde. Je ne sais pas. L'un de vous, celui qui a au moins la réponse, peut nous aider. Je pense que le mouvement citoyen se sont levés aujourd'hui pour pouvoir faire entendre la voix du peuple congolais. Et c'est une bonne chose. C'est les votants, les électeurs congolais. Oui, vous avez parlé des Congolais debout. C'est une très belle initiative de M. Sindika Dokolo, qui est un citoyen qui peut aujourd'hui, en tout cas dans le contexte actuel, apporter un plus, et un plus nettement décisif dans ce qui doit se passer dans les mois qui viennent. Mais il y a aussi d'autres figures. Nous voyons par exemple le docteur Mukwege, qui lui aussi a un capital sympathie de nos concitoyens et qui touche au plus près la souffrance, l'humiliation et la violence imposée aux Congolaises et aux Congolais depuis une vingtaine d'années. C'est un homme d'une grande valeur morale. C'est un grand praticien, un grand chirurgien. C'est aussi, en tout cas, un homme qui a une stature internationale et des compétences qui peuvent, en tout cas, nous permettre de passer le cap d'une transition pacifique pour préparer enfin des élections qui soient apaisées, qui soient démocratiques, qui soient transparentes et crédibles. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a un terreau fertile aujourd'hui qui donne espoir qu'en tout cas, dans les mois qui viennent, nous allons faire la décision et que d'ici au 31 décembre 2017, ce pouvoir assassin et criminel sera mis hors d'état de nuire. Professeur Follet? J'ajouterai, je serai bref, deux petites idées. La première, c'est de dire aux Congolais que nous avons eu beaucoup de patience. Maintenant, nous n'avons plus à accorder un quelconque crédit à des aventuriers, à des gens incompétents. Nous devons maintenant nous appuyer sur des gens crédibles, qui ont les compétences, qui ont une sorte de renommée, qui peuvent être écoutés. Et deux noms viennent d'être cités, que j'appuie, c'est-à-dire M. Sindika Dokolo et M. Mukwege, le docteur Mukwege,
ces deux personnes ont des mains propres. Et donc la société civile peut s'appuyer sur ces personnes-là. Et si nous nous appuyons sur ces personnes-là, et nous nous levons tous, et j'insiste là-dessus, nous nous levons tous, puisque le pouvoir appartient au peuple congolais, en nous levant tous, en soutenant l'un ou l'autre, c'est-à-dire parmi les Congolais qui ont notre confiance totale, nous pouvons et nous devons, nous allons changer la situation. Il y a une élection en Afrique, et là je vais prendre le cas du Kenya. La Cour constitutionnelle du Kenya venait de décider à invalider les élections de la fois dernière. Un mot, un petit commentaire, je commence par Roger, et puis on finira par professeur Follet. Roger, la décision de la Cour constitutionnelle du Kenya pour invalider les élections. Je dois d'abord dire que je salue une telle décision, parce qu'en principe, au Congo, il y a, en tout cas, pardon, en Afrique, voilà un lapsus révélateur d'ailleurs, en Afrique, en principe, celui qui organise les élections, c'est celui-là qui les gagne. Il y a même une boutade qui disait qu'il y avait 3 personnes qui causaient, un Français, un Américain et un Africain. Le Français qui dit, nous, notre technologie est tellement avancée que quand on vote le matin, le soir, on a les résultats. L'Américain qui dit, mais taisez-vous. Chez nous, quand on vote le matin, à midi, on a les résultats. Et l'Africain? L'Africain dit, mais vous êtes très en retard. Nous, avant même d'aller voter, on sait qui va gagner. Donc, par cette boutade, voilà, j'arrête, je ferme une parenthèse, mais pour dire que c'est une première. C'est une première, et je pense que le continent africain ne peut pas rester à la traîne du monde. Les peuples se sont éveillés aujourd'hui. Il ne sera plus possible de nous mener comme des moutons. Et là, c'est une première qui vient d'être réalisée au Kenya. Un chef d'État qui est là, qui organise l'élection, eh ben, il se proclame vainqueur, mais la Cour constitutionnelle invalide les résultats. Nous verrons la suite, qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que c'est aussi un signal positif pour les autres pays africains. Professeur Follet, on a compris, on a compris. Merci, c'est une nouvelle ère. Merci, professeur Follet, on prend le temps. Je salue donc le courage du peuple kenyan. C'est avant tout la victoire du peuple kenyan. Car s'il n'y a pas eu contestation, s'il n'y a pas eu manifestation, il n'y aurait pas eu, probablement pas. Et de deux, je salue le courage de la Cour constitutionnelle kenyane. C'est simplement dire que, pour une première fois, c'est un bel exemple, mais qui vient d'un pays anglophone. Ce qui montre que les pays francophones sont en retard dans le cadre du respect de la Constitution. Mais cet exemple doit donner du courage aux Congolais que nous sommes. Nous savons que la Cour constitutionnelle de notre pays est inféodée au pouvoir actuel. Mais cela ne doit pas nous décourager. Donc, sur la base de ce que nous venons de vivre, de ce qui vient de se passer au Kenya, préparons-nous, non pas pour contester les résultats, mais pour refuser que le pouvoir actuel, qui est sans légitimité et sans légalité, organise des élections. Okay. Voilà moi ce que je demande au peuple congolais. N'allons pas jusqu'aux élections pour pouvoir les contester. Organisons-nous pour ne pas accorder la possibilité au système actuel de nous conduire aux élections. Ok. Bien-aimés, les bonnes choses ne durent pas. L'émission mise au point arrive à son terme. Nous vous disons tous bye et le rendez-vous sera pris pour les futurs invités dans 2 semaines.